Il est 20h dans tout le Bénin, mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition. Au sommaire de ce journal, le traditionnel point de la réunion des membres du gouvernement. En sa session hebdomadaire ce mercredi, le Conseil des ministres accouche de communication portant sur l'alimentation en eau, sur le développement de l'offre culturelle et touristique et sur des mesures disciplinaires. Les précisions en début d'édition. Pour conduire les destinées de la diplomatie béninoise, Patrice Talon apporte sa confiance à son ministre conseiller aux investissements, Olusegun Adjadi Bakari. Il a pris service ce mercredi. Aurélien Agbenossi lui a passé en personne les charges. Et puis, un Bénin sans mangrove pointe-t-il à l'horizon? Oui, si la saliculture traditionnelle se poursuit en l'état, le magazine Environnement de ce mercredi tire la sonnette d'alarme. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Que retenir de la session hebdomadaire du Conseil des ministres de ce mercredi 7 juin 2023? Le compte-rendu du porte-parole du gouvernement fait cas de 3 communications, entre autres la réalisation de forages pour l'alimentation en eau dans des localités de l'Alibori, du Borgou et du Mono, suivant les précisions de Wilfried Liandrongbeji. Ce mercredi 7 juin 2023, la séance du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État, M. Patrice Talon, a été sanctionné par les décisions ci-après. S'agissant des mesures normatives, sous cette rubrique ont été adoptés les décrets d'application de la loi numéro 2016-17 du 4 octobre 2016 portant création des chambres d'agriculture en République du Bénin et de la loi numéro 2018-20 du 23 avril 2019 portant code pastoral en République du Bénin, ainsi que les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi relatif aux infractions boursières pour le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine, puis attribution, organisation et fonctionnement du ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines. S'agissant des communications, en point 1, réalisation de forages pour l'alimentation en eau dans des localités de l'Alibori, du Borgou et du Mono. Les travaux à exécuter concernent 38 forages d'exploitation et 3 piézomètres au profit des systèmes d'alimentation en eau potable des villes de Banikoara, Bembereke et Lokossa. Au regard de l'importance de ces infrastructures pour la disponibilité de l'eau au profit des populations de ces localités, le Conseil a autorisé la contractualisation avec une entreprise expérimentée et instruit le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines de veiller à la réalisation des ouvrages dans les délais contractuels. En point 2, mission de direction, d'exécution des travaux, de conduite d'opération et d'assistance à maîtrise d'ouvrage des projets dans les pôles touristiques à Bomé, Ganvier, Ouida. Dans le but de positionner le Bénin comme destination de premier plan, un ensemble de projets phares est en cours de réalisation pour développer l'offre culturelle et touristique. La conduite des différents chantiers y relatifs a amené l'Agence nationale des patrimoines touristiques à définir une organisation impliquant maîtres d'œuvre, architectes, muséographiques, scénographiques et prestataires spécialisés dont la complémentarité est indispensable à la bonne exécution des projets. Il est à signaler que les études architecturales et techniques sont presque toutes achevées et que des entreprises ont été sélectionnées pour l'exécution des travaux de construction de plusieurs ouvrages, dont ceux des pôles touristiques à Bomé, Ganvier, Ouida. Mais à la mise en œuvre, quelques insuffisances ont été observées sur différents chantiers. C'est pour garantir la poursuite des travaux aux normes et qualités requises dans les délais impartis qu'il est envisagé la restructuration du dispositif opérationnel et le recours à l'accompagnement de sociétés spécialisées en conduite de projet. Le Conseil y a donc marqué son accord, à charge pour les ministres concernés de veiller à la réalisation des missions confiées aux différentes structures. En point 3, mesures disciplinaires à l'encontre des prestataires géomètres et urbanistes défaillants dans le cadre de l'assainissement, l'achèvement
et la clôture des opérations de lotissement et de remembrement foncier urbain en cours sur l'ensemble du territoire national. Lors de sa séance du 22 novembre 2022, le Conseil des ministres avait examiné, relativement à ce sujet, le compte-rendu des travaux du comité interministériel ad hoc mis sur pied. À l'occasion, il avait été décidé, entre autres, de constituer un pôle d'experts chargé de revisiter les lotissements, remembrements proposés à l'annulation et faire prendre les dispositions appropriées. Mettre en place un mécanisme de financement des lotissements, remembrements urbains impliquant les banques, les communes et l'État. Faciliter pour toutes les communes, à l'instar des plans de développement communaux, l'élaboration des schémas directeurs d'aménagement communaux et des plans directeurs d'urbanisme pour leurs zones agglomérées. Faire examiner, avec toutes les diligences requises par les juridictions compétentes, les litiges fonciers pouvant entraver l'achèvement et la clôture des opérations. Engager des poursuites contre les auteurs des malversations révélées par les travaux du pôle d'experts. La mise en œuvre efficace de ces mesures nécessite que chaque commune détienne toute la documentation liée aux opérations de lotissement-remembrement non transmises initialement par les experts géomètres et urbanistes. À cet effet, les diligences ont été entreprises par le ministère en charge du cadre de vie. Mais malgré les appels lancés et réitérés à l'endroit de ceux-ci pendant plusieurs mois, certains d'entre eux n'ont toujours pas cru devoir remettre les dits documents. De ce fait, cette situation compromet la poursuite des travaux des pôles d'experts et l'exécution des opérations qui doivent être soit clôturées, soit poursuivies et achevées. Prenant acte de ce compte-rendu, le Conseil a instruit le ministre du Cadre de vie à l'effet de solliciter auprès des différents ordres professionnels concernés des sanctions à l'encontre de leurs membres fautifs pour manquement grave à leurs obligations. Dans la même logique, leur participation au marché public d'aménagement foncier, notamment les lotissements et ou les remembrements urbains, est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Au chapitre des mesures individuelles, enfin, les nominations ci-après ont été prononcées au ministère de l'Industrie et du Commerce. Secrétaire général du ministère, M. Éric Kader Biantabé. Secrétaire général adjoint du ministère, M. Zéphirin Sepoin-Poyon. Directeur adjoint de la planification, de l'administration et des finances, M. Émile Azonwakon. Directeur de la concurrence, M. Bernard Ehun. Directeur du commerce intérieur, M. Rafiou Chala. Directeur du commerce extérieur, M. Isiakou Teyeri Woro. Je vous remercie. Les choses sont allées vite depuis hier entre la présidence de la République et la Cour constitutionnelle. On le sait, Dorothée Sosa est désormais le président de la haute juridiction. Son élection est intervenue juste après la cérémonie de prestation de serment. Et ce jour, 7 juin 2023, il a reçu le témoin des mains de son prédécesseur à Mouda Issifou. Marcel Arrosier et Igor Ayosso ont assisté à la cérémonie de passation au siège de l'institution. On peut affirmer sans risque d'erreur que la 6e mandature a atteint l'exercice de sa mission. S'il fallait choisir un seul mot pour résumer son propre bilan à la tête de la Cour constitutionnelle, Razaki Amounda Issifou n'écrirait que satisfaction. Satisfaction d'avoir bien accompli sa mission en dépit de quelques difficultés évidentes. À tous les niveaux, l'institution a fait montre de savoir-faire, d'innovation, d'impartialité, d'indépendance, mais aussi de prudence, de sagesse dans la prise de ces décisions phares. Les commentaires de son successeur au moment de passer le maillet le confortent aussi. Vous avez su avec dignité et dévouement défendre les valeurs fondamentales retenues par le peuple souverain dans la Constitution du 11 décembre 1990. Audience après audience, délibération après délibération, décision après décision, en donnant le meilleur de vous-même.
7 juin 2023, c'est aussi le moment bien indiqué pour le nouveau président de rendre hommage à la cour Elisabeth Pognon, première mandature de la haute juridiction qui prenait service il y a 30 ans, jour pour jour. Nous sommes tous à jamais redevables à cette équipe de légendes d'avoir ouvert la voie du constitutionnalisme moderne béninois et d'avoir fait accepter et aimer la juridiction qui le réalise par nos compatriotes. Après son premier serment au palais de la Marina, la Cour Sosa s'engage de nouveau à être l'arbitre impartial de la régulation du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics. Mais elle est surtout attendue au carrefour des élections générales de 2026. Et d'une cérémonie de passation à une autre. Celle-ci a mis en scène Aurélien Agbenonsi, désormais ancien chef de la diplomatie béninoise, et son successeur Olusegun Adjadi Bakari, nouveau ministre des Affaires étrangères. La cérémonie s'est déroulée cet après-midi dans les locaux du ministère. Génial Afouda, Monsi Agboka et Daniel Ada ont été témoins des faits. Le guetteur de l'aube ou celui du soir devra-t-il s'accrocher à son bâton de pèlerin, scruter l'horizon au prisme de ces défis? Lequel de ces guetteurs serai-je? Je ne le sais pas encore. Allons revoir. Vive la République! C'est désormais acté. Aurélien Agbenonsi passe le témoin après 7 années à la tête du ministère des Affaires étrangères. Désormais, j'aspire à un repos et à la fréquentation des œuvres de l'esprit. Monsieur le ministre, je vous laisse les clés d'un département spécial qui n'a pas vocation à délivrer un bilan en entrée et sortie monétaire. C'est un ministère aux actions discrètes, mais ô combien nécessaires pour préserver de bons rapports avec le reste du monde. Et ce sont ces bons rapports qui déterminent tout le reste. Et voici le nouveau maître des lieux. Olusegun Adjadi Bakari prend les commandes du navire avec pour objectif de poursuivre les chantiers en cours d'exécution. Nous allons continuer ce que vous avez mis en place. Nous allons faire en sorte que cela se passe de la même manière et que les choses que vous avez entamées puissent porter leurs fruits. Et je ne manquerai jamais de venir vous voir pour prendre de vos conseils et pour vous dire aussi, partager avec vous ce que seront les succès des actions que vous avez entamées. Signature du procès verbal, échange de parapheurs et civilité d'usage ont meublé cette cérémonie. Quelles sont les grandes orientations du projet de budget de l'État à venir? Les députés de la 9e législature en savent désormais plus. Un atelier leur a permis de s'approprier le contenu de 2 textes. Le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel d'une part et les documents de programmation pluriannuelle des dépenses de l'État d'autre part. Firmin Bassao pour les précisions. Le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel est un outil élaboré par la Direction générale des affaires économiques en prélude à l'élaboration du projet de budget de l'État. À travers les échanges d'orientation budgétaire, le Parlement intervient désormais en amont pour mieux contribuer à la définition du cadrage macroéconomique et budgétaire. C'est aussi l'occasion de jeter un regard sur les documents de programmation pluriannuelle des dépenses en abrégé DPPD, une véritable immersion pour l'ensemble des députés. Il est donc indispensable pour le Parlement de prendre connaissance du contenu de ces documents afin de mieux échanger avec le gouvernement sur les priorités et les orientations définies pour le prochain budget. Plusieurs communications à cet atelier, les fondements juridiques et les principaux documents supports, la présentation de la situation économique et financière pour la période 2020-2023 et la présentation des projections de dépenses à caractère social sur la période 2024-2026. Et on reste au palais des gouverneurs. Pour cette fois-ci, le point des audiences au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Louis Lavonou a reçu en première audience le professeur Léon Banibio-Bigou pour des préoccupations touchant à la recherche scientifique au Bénin. Et par la suite, Guy Constant Eomi, président de l'Association des journalistes et communicateurs catholiques du Bénin. Chacun de ces 2 hôtes fait le point des échanges avec l'autorité parlementaire à sa sortie d'audience au micro de Firmin Bassao. C'était tout à fait normal que je vienne informer le président de l'Assemblée nationale par rapport au travail qu'on est en train de faire sur la recherche
domaine par domaine. Dresser une liste qui n'est pas exhaustive, mais une liste de 185 titres de recherche dont les résultats sont déjà disponibles, mais seulement on n'a pas toujours les moyens de les éditer pour les vulgariser. Comme aussi l'Assemblée nationale est une boîte hautement politique, j'ai fait aussi une liste à part de tout ce qui concerne mes recherches sur l'histoire politique de notre pays, avec près de 36 titres. Et ce que j'ai pu, par mes propres moyens, éditer, j'ai pu seulement quelques exemplaires que j'ai eu à remettre au président de l'Assemblée pour que justement les honorables députés et tous ceux qui sont les cadres qui s'intéresseraient à tel ou tel aspect de domaine et peuvent consulter pour pouvoir faire avancer la recherche dans notre pays. L'objet de notre visite, c'était de venir informer le président de l'Assemblée nationale de ce que nous organisons du 9 au 17 août prochain, le Refresher Programme, qui est une rencontre annuelle des journalistes et communicateurs catholiques de l'Afrique. Et il a plu à cette organisation de faire abriter la rencontre de cette année par le Bénin. Et nous sommes venus le lui dire, d'abord en tant que père, en tant que deuxième personnalité de la République, en tant qu'aîné dans la foi, pour recevoir ses conseils et pour demander aussi comment est-ce qu'il pense que nous devons pouvoir organiser cette rencontre africaine. Allez, place à présent au point de la deuxième année d'exécution du programme d'action du gouvernement. Au commencement de l'action gouvernementale est la planification du développement. Et c'est le ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale qui s'en charge, avec comme priorité le mieux-être des populations à travers des chantiers bien programmés et suivis. Des réformes sont mises en œuvre pour performer cet aiguillage. Comment marche la boussole et le monitoring de la gouvernance à l'an 2 du PAG2, anticipation et planification pour le développement, c'est le magazine que nous propose Estelle Espérance Aurore Pazou. Quand vous savez mesurer quelque chose, vous savez le faire. Et c'est de ça que découle la nécessité de planifier les choses pour pouvoir les réaliser. Et c'est dans cet esprit donc que le président Patrice Talon, dès 2016, a décidé que nous ramenions notre pays dans le processus de planification qui avait existé des années auparavant, mais qui avait été abandonné par la suite. La prospérité partagée pour chaque Béninois, le gouvernement du président Patrice Talon y accorde un intérêt particulier. Avant l'échéance de Alafia 2025, les projecteurs sont tournés vers d'autres ambitions plus grandes. Ça va être les 100 ans du Bénin. Et donc, la question que nous nous posons dans cette vision, c'est à quoi souhaitons-nous que notre pays ressemble quand le Bénin aura 100 ans d'indépendance? Dans sa logique d'anticiper pour mieux appréhender les défis au développement, le ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale a initié les JND, Journée nationale de développement. Lorsque vous avez 600 000 enfants qui naissent chaque année, c'est autant de ressources qu'il faut mobiliser et engager dans les cantines scolaires. C'est autant de ressources qu'il faut mobiliser et engager dans la construction de corps, dans la mise à disposition de l'eau potable. C'est donc une demande sociale importante. L'évaluation des politiques publiques, la sécurité humaine, voilà autant d'autres prérogatives du ministère du Développement. Du fait de son caractère transversal, il intervient dans plusieurs domaines pour s'assurer de la mise en œuvre et de la bonne exécution des politiques de développement au profit des populations béninoises.
Stabilité et prévention des fragilités aux frontières des pays du Golfe de Guinée. Quelle perspective pour le Bénin? Tel est le thème de la 10e édition de la Journée africaine des frontières, célébrée le 7 juin de chaque année. Elle est combinée au Bénin avec la semaine nationale dédiée aux frontières. Patrick Diossou et Françoise Insou nous proposent ici un extrait du message d'Alassane Seydou, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique à cette occasion. Instituée depuis 2010, par la Commission de l'Union africaine dans le cadre de la mise en œuvre de son programme Frontières, cette journée permet de sensibiliser les populations sur les enjeux politiques, économiques, humains et sécuritaires liés au développement de ces espaces. En marge de cet événement, le Bénin a fait, depuis 2014, l'option de dédier une semaine aux frontières nationales. Pour cette 10e édition, le thème retenu est « Stabilité et prévention des fragilités aux frontières des pays du Golfe de Guinée. Quelle perspective pour le Bénin ?» Ce thème a été retenu dans le but d'échanger sur les enjeux et les dynamiques actuelles des espaces frontaliers, de diffuser et de promouvoir les pratiques inclusives de développement des espaces fragiles et enfin de s'accorder sur une approche commune de coopération entre les institutions régionales, les acteurs étatiques, les municipalités, les communautés à la base sur la sécurité structurelle et la stabilisation des espaces frontaliers exposés au risque de violence. L'édition de la Semaine des frontières béninoises sera marquée cette année par le lancement du plan local de sécurité de la commune frontière de Pobé, des ateliers de réflexion stratégique, des inaugurations d'infrastructures socio-communautaires et sécuritaires, le renforcement des capacités des acteurs, les consultations médicales foraines et autres. Et ce 7 juin, c'est aussi la journée internationale de la sécurité des aliments, en abrégé JISA. Les normes alimentaires sauvent des vies. C'est le thème de l'édition 2023. Instaurée par l'Assemblée générale de l'ONU, cette journée répond au slogan « La sécurité sanitaire des aliments, c'est l'affaire de tous ». Pour l'occasion, c'est le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche qui doit livrer son discours. Un discours présenté par Françoise Assogba-Komlan, secrétaire générale du dit ministère. Suivons plutôt. Le 7 juin est l'occasion de saluer les nombreux bienfaits d'une nourriture sûre. Cette journée a été instaurée pour renforcer la sensibilisation à tous les niveaux, promouvoir et faciliter les actions en faveur de la sécurité sanitaire des aliments. Pour l'année 2023, le thème retenu par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, et l'Organisation mondiale de la santé, OMS, est « Les normes alimentaires sauvent des vies ». Les normes alimentaires sont un moyen de garantir la sécurité et la qualité. À ce jour, l'arsenal normatif et réglementaire du Bénin sur les produits agroalimentaires regorge de plusieurs normes, lois, décrets et arrêtés portant sur divers aspects de la sécurité sanitaire des aliments, conditions de production, de transformation et de commercialisation, et sur divers produits, ananas, anacarde, soja, karité, miel, etc. Au nom du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, je ne saurais terminer mon propos sans lancer un appel à plus de responsabilité dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments à l'endroit de tous ceux qui cultivent, transforment, transportent, stockent, distribuent, vendent, préparent, servent et consomment des denrées alimentaires. La sécurité sanitaire des aliments, c'est l'affaire de tous.
Et on parle environnement ce mercredi avec, comme je vous l'annonçais en titre, l'impact de la technique utilisée par les salicultrices traditionnelles sur les mangroves. Mangroves, écosystème désormais en voie de disparition. Génial Afouda Moussi Agboka nous en dit plus à travers ce reportage. Les mangroves, un écosystème côtier et humide très représentatif des zones tropicales et subtropicales. Elles se développent dans les régions marécageuses et inondées. Au plan écologique, la mangrove constitue un habitat important pour la faune. On retrouve dans les écosystèmes de mangroves beaucoup d'espèces de poissons, de crustacés, à savoir les crabes d'eau, les crabes de terre, les crevettes. On y trouve également les mollusques comme les huîtres qui se développent au pied et aux racines et chasses de la mangrove. Nous retrouvons également une importante faune aviaire. Il y a des espèces sédentaires, d'autres migratrices. Il y a également des reptiles comme les serpents, les crocodiles, les varans. Nous trouvons également des mammifères comme les primates, les loutres. Nos mangroves représentent aussi des éléments qui atténuent les effets néfastes des calamités naturelles telles que les tsunamis et les grands vents qui souffrent de la mer vers les continents. Les forêts de mangroves sont aussi reconnues pour leur fort pouvoir en termes de séquestration du carbone qui dépasse de là tout ce qui est forêt de terre ferme. Connues pour leur richesse en termes de biodiversité, les mangroves jouent une multitude de rôles pour le bien-être et la santé. Même son paysage, compte tenu de son attrait, offre des possibilités de développement de l'activité écotouristique. Au plan artisanal, le bois de mangrove est utilisé pour la fabrication, par exemple, des bassins d'extraction de la saumure. Le bois est utilisé comme des matériaux de construction pour les populations riveraines. Au plan médicinal, on trouve également que les communautés utilisent l'écorce et les feuilles pour traiter un certain nombre de maladies. Au Bénin, on les retrouve essentiellement dans la partie sud-ouest du littoral, une zone où elles sont désormais en voie de disparition. À l'origine de cette menace, la saliculture traditionnelle, principale activité de revenus pour les femmes des localités environnantes. Elles ont recours au palétuvier comme bois de feu. Si nous prenons la problématique de production du sel, qui consiste d'abord à faire évaporer la saumure jusqu'à la cristallisation totale pour extraire l'eau et le sel iodé, c'est une pratique qui est dévastatrice des mangroves. Parce que autrement, ça pousse à une destruction sans estimation ni limitation de ces ressources qui sûrement nous conduit tout droit vers une destination de désolation s'il n'y a pas eu des mesures pour inverser la tendance. Il y a d'abord problème au niveau de la chaîne alimentaire. Parce que dans la mangrove, si je prends par exemple la faune aviaire qui y séjourne, ces oiseaux-là vivent des crustacés que l'on retrouve dans ce milieu. Quand on détruit la mangrove, ce qui veut dire qu'on a détruit l'habitat des crustacés, des mollusques. Donc les oiseaux ne trouvent plus à manger. C'est pareil pour l'homme aussi parce que la raréfaction des ressources halieutiques qu'on a au niveau de la lagune côtière est aujourd'hui la conséquence de la destruction de la mangrove. À cause de la disparition de la mangrove au niveau de certaines parties du plan d'eau, on n'a plus de poissons dans la lagune. C'est pareil pour l'encomblement de la lagune parce que la mangrove permet de protéger la côte contre l'érosion. Donc la destruction de cet écosystème a favorisé ces dernières années le comblement de la lagune côtière. Face à la menace, d'aucuns préconisent la réduction de la consommation en bois énergie. Nous avons également introduit d'autres sources énergétiques pour la production du sel comme l'énergie solaire. Nous avons également développé des plantations d'arbres à croissance rapide. C'est-à-dire pour éviter la pression sur les écosystèmes de mangrove, il faut permettre aux femmes d'avoir d'autres alternatives de ressources en bois énergie. Donc pour cela, on a réalisé beaucoup de plantations. Nous avons également pensé à restaurer les aires dégradées. Parce que pendant longtemps, ces femmes-là ont détruit une bonne partie de l'écosystème. Protéger les mangroves devient une urgence, car il y va de la préservation de la biodiversité. Dans
Dans un tout autre registre à présent, l'Agence pour le développement de l'économie, de la communication et de l'organisation, en abrégé ADECO, célèbre les femmes artisanes. Le 4 juin, date de célébration de la fête des mères, ces femmes étaient à l'honneur, ceci à la faveur de la journée des femmes leaders du secteur de l'artisanat, une journée instituée par l'ADECO. L'Institut national de la femme représenté à l'événement a outillé les participantes sur le leadership féminin sous les yeux de Jennifer Sachivi et Ramatou Lawani. Le leadership, c'est quoi? C'est tout simplement la capacité qu'a une personne d'influencer, d'orienter. Rôle du leadership féminin dans l'autonomisation de la femme. C'est autour de ce thème que se tient la 3e édition de la fête annuelle des femmes artisanes leaders ADECO. Nous, femmes artisanes ADECO Togo, nous soutenons vigoureusement cette célébration. En effet, le thème de la commémoration de cette année nous en dit long sur cette vérité. Le leadership féminin est un fait indéniable. Permettez-moi, en votre nom, de réaffirmer notre engagement à relever aux côtés de notre PDG et son équipe les défis majeurs du monde artisanal. À travers les témoignages, les partages d'expériences et la communication de l'INF, ces femmes ont pris conscience du pouvoir en chacune d'elles et aussi de l'importance pour elles de manifester leur leadership dans tous les domaines. Nous avons parlé aujourd'hui de leadership et j'ai montré aux femmes pourquoi on doit parler d'un leadership féminin et pourquoi il est important, peu importe le niveau où on est, de pouvoir influencer. Et d'ailleurs, les femmes influencent à tous les niveaux. À l'issue de la célébration, 3 femmes ambassadrices de l'ADECO ont été nommées. Il leur incombe désormais la responsabilité d'œuvrer au rayonnement de l'organisation au-delà des frontières. La campagne Tolérance Zéro au travail des enfants dans les secteurs à forte prévalence au Bénin se poursuit dans le département des Collines. La directrice départementale du travail et de la fonction publique a tenu une cérémonie de lancement du plan d'urgence de la dite campagne. L'objectif est de sensibiliser la population afin d'éradiquer ce phénomène. Esther Amessiga pour le reportage. Les enfants à l'école, les adultes au travail. C'est la devise qui accompagne une campagne résolue lancée par le gouvernement. Le mot d'ordre est tout simple, mettre fin au travail forcé des enfants. Cette situation est en déphasage avec la vision du gouvernement pour l'enfance et les engagements pris vis-à-vis de la communauté internationale qui consiste à tout mettre en œuvre pour endiguer le phénomène du travail des enfants dans tous ses aspects. Il s'agira de mobiliser les acteurs de la protection de l'enfant autour de la campagne, de maîtriser l'ampleur du phénomène du travail des enfants à travers des visites d'inspection et de contrôle dans les secteurs à forte prévalence, d'identifier et de retirer les enfants victimes d'exploitation économique et sexuelle, y compris les vidomégons et ceux impliqués dans la mendicité. Les enfants ont des droits. Et nous avons l'obligation, dans la mesure du possible, de respecter ces droits-là. Le non-respect des droits expose tout auteur à des sanctions pénales. Et pour passer à l'action, la directrice départementale des Collines en charge de la campagne descend dans un marché, un lieu où sévit, comme dans les ateliers, le travail des enfants. Au contact des bonnes dames, elle martèle le mot d'ordre du gouvernement. Interdiction formelle du travail des enfants sous peine de sanctions. Pendant ce temps, l'Association nationale des jeunes chrétiens du Bénin se préoccupe de l'épanouissement de la couche juvénile. Elle a organisé à cet effet son premier congrès samedi dernier sous le thème « La jeunesse dont nous rêvons est possible ». Jean-Claude James et Odette Dossou ont suivi pour nous ce moment d'échange et de présentation d'opportunités d'emploi. Placé sous l'autorité du Tout-Puissant, ce congrès est un moment de réflexion et de partage. En débat, les problèmes qui minent les jeunes chrétiens, le chômage et le sous-emploi font partie de la liste. Chers congressistes, nous sommes réunis ici aujourd'hui avec un objectif commun,
faire de la jeunesse dont nous rêvons une réalité. Le congrès de la jeunesse chrétienne au Bénin est une opportunité pour nous. Nous sommes convaincus qu'en vous voyant, en cultivant une vision d'une jeunesse épanouie, en nous engageant dans des actions concrètes, nous pouvons véritablement réaliser nos rêves. En embrassant notre identité chrétienne et en marchant ensemble avec Jésus-Christ, nous sommes prêts à créer un monde meilleur. Jeunes chrétiens, porteurs d'une flamme d'espoir et d'une volonté inébranlable de faire la différence dans ce monde en perpétuelle évolution. Je suis honoré de vous accompagner dans cette aventure. En choisissant comme thème « La jeunesse dont nous rêvons est possible », l'ANAGEC Bénin donne l'occasion aux différents communicateurs de dresser le profil de cette jeunesse et d'exposer les opportunités d'emploi qu'offre le gouvernement. Ils ont plusieurs opportunités, soit de travailler pour quelqu'un pour avoir un salaire, ou bien de se mettre à leur propre compte et on les appuie à démarrer leur activité. Vous tapez www.sika.npe, ça va vous sortir la page d'accueil où il y a demandeurs d'emploi. Et vous inscrivez à partir de là. Et quand on aura besoin d'eux, c'est cette liste qu'on utilise soit pour l'emploi salarié ou l'auto-emploi. Autre sujet d'actualité abordé avec les congressistes, la cybercriminalité. Ces jeunes chrétiens ont désormais les armes nécessaires pour être de vrais acteurs de développement. L'actualité à l'international ce 7 juin 2023 prend par la diplomatie, la politique, l'environnement et des élections présidentielles qui approchent dans divers pays. La page Inter porte le récit de Ghislain Couguet. Doudou Diène, l'une des victimes des violences consécutives à la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme, est enterrée par ses parents qui affirment que leur fils a été tué par balle et souhaitent que justice soit faite dans cette affaire. Le président Cyril Ramaphosa accueille le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa lors d'une visite d'État en Afrique du Sud. Les deux présidents ont eu des discussions bilatérales sur diverses questions, notamment le conflit actuel au Mozambique, et se sont mis d'accord sur leurs efforts mutuels pour tenter de résoudre les problèmes de sécurité qui y sont liés. En France, des tensions éclatent près du boulevard de Port-Royal à Paris sur le parcours de la manifestation contre la réforme des retraites. Des poubelles et une cabane de chantier sont incendiées et les forces de l'ordre chargent les manifestants. Voilà qui vient mettre un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous.